Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de préparation à la certification AWS Certified Cloud Practitioner. Dans cette vidéo, je vais me consacrer à un des sujets et un des domaines qui fait partie donc, de cette certification qui, je le rappelle, est une certification de démarrage dans le cursus de certification d'AWS. Et donc l'objectif de cette certification, c'est pas de montrer que vous êtes un expert d'AWS, mais bien de montrer que vous avez compris les grands principes d'AWS, les services principaux et le minimum vital pour avoir une discussion correcte sur le sujet. Donc, l'examen est divisé en différents domaines. Un des domaines concerne la partie pricing, donc l'évaluation des coûts hein, et les vecteurs d'achat, et également la partie support. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, concernant le pricing et les différents niveaux de support qu'on peut avoir chez AWS, donc dans la certification, il va falloir connaître différentes choses. Donc connaître l'existence de ce qu'on appelle l'AWS Marketplace. Alors, le Marketplace, c'est quoi? C'est simplement un catalogue en ligne qui va inclure des milliers de logiciels provenant d'éditeurs logiciels indépendants, des ISV. Et donc le marketplace, en fait, derrière, va pouvoir, donc est public, mais on peut également faire un marketplace, on peut également avoir des marketplaces privatifs, entre guillemets, qui limitent effectivement le nombre de personnes qui peuvent y accéder sur certains sujets, notamment tu sais, par les ISV. Donc le marketplace est accessible via aws.amazon.com/marketplace. Là, vous avez toutes les différentes catégories, les différents vendeurs logiciels, les différentes manières d'acheter derrière. Donc toutes les catégories populaires sont affichées et après vous avez un moteur de recherche tout à fait classique à l'intérieur. Donc comme je le disais, il y a plein de catégories. Et ces catégories, principalement, sont les suivantes, donc le chaîne d'infrastructure, DevOps, application business, machine learning, IoT, etc. Et puis après, dans chacune, vous cherchez ce qui vous intéresse. Donc si on va par exemple dans la partie data, et bien là encore, ça va se rediviser derrière en différentes industries derrière. Alors on peut avoir des produits qui seront sous la forme d'images de machines virtuelles. Ça peut être des solutions logicielles qui sont fournies également sous la forme de containers. Ça peut être des produits en SaaS. Enfin, il y a beaucoup d'options derrière. Et là encore, il n'y a pas besoin de connaître ce niveau de détail pour cette certification, mais sachez effectivement que c'est un catalogue de logiciels qui vous permet du coup de déployer plus rapidement des ressources dans vos comptes AWS. En termes de support, ça c'est très important à connaître pour la certification. Il existe différents plans de support côté AWS, hein, des plans les moins chers ou gratuits jusqu'aux plans les plus chers. Vous aurez compris que plus c'est cher, plus il y a d'options à l'intérieur, et donc il est important de connaître les quelques différences derrière. Donc vous avez le détail ici des différents niveaux et, euh, et donc on verra par exemple qu'il y a effectivement certaines options qui sont disponibles que dans les versions entreprise ou business, que les temps de réponse quand il y a un case ouvert au support ne sera pas le même en fonction des niveaux de support. Vous voyez, quand on est ici en niveau entreprise et qu'on a un système business critical, ben, effectivement, l'intervention se fera dans moins de 30 minutes. Dans le niveau précédent, c'est 1 heure, et puis là, il n'y a rien ici parce qu'effectivement, ça va être le niveau développeur, donc on considère qu'il n'y a pas de production. De la même façon, le support des solutions tierces parties ne commence qu'à partir du business derrière. Et puis l'incident de réponse and detection, là encore, il va venir vraiment que dans les versions entreprises. Point important également, quand on est dans les versions entreprises, on va avoir accès à des labs pour se former, on a un service de concierge. Et puis, alors, point important, voilà, quand on est dans les éditions entreprise ou entreprise on-ramp, eh bien, on a accès à ce qu'on appelle des TAM, des Technical Account Managers, qui vont vous aider en gros, à regarder votre environnement et vous aider à l'optimiser et vous mettre en relation avec des programmes ou des experts. Donc, quand on est sur l'entreprise, on a un TAM qui est dédié. Quand on est sur l'entreprise on-ramp, on a accès à des TAM, mais c'est un pool de TAM derrière. Voilà.
Donc voilà, ça vaut le coup de lire un petit peu tout ça. C'est important de connaître les grandes différences. Donc voilà, vous avez le basique, le développeur, business, enterprise on ramp. Et dans les deux cas, effectivement, on a des TAM dédiés pour l'entreprise en pool non dédié, entre guillemets, si on est sur de l'enterprise on ramp. On a également à connaître quand on fait du pricing, le service s'appelle le Cost Explorer. Vous aurez compris que le Cost Explorer, il porte bien son nom, il permet d'explorer vos coûts Amazon, donc de les visualiser, de les comprendre et de les gérer. Donc si vous rentrez et vous devez rentrer dans une optique de FinOps, ça fait partie du Well Architected Framework, eh bien ça vous permettra effectivement de gérer vos coûts et votre consommation au fur et à mesure du temps. Donc en gros, eh bien vous avez toute l'information liée à votre usage et aux coûts associés qui est disponible dans AWS Cloud Explorer. Là-dessus, ensuite, vous allez filtrer pour faire du drill down et descendre au niveau pour analyser votre facture. Et ensuite, eh ben, vous pouvez définir des espaces-temps pour faire une analyse plus fine. Et c'est également AWS Cost Explorer qui va vous permettre de faire des prévisions sur vos coûts futurs et vos usages futurs. Là encore, simplement un entraînement basé sur votre historique et des prédictions qui sont faites par rapport, là encore, à votre usage dans le passé. AWS Budget va vous permettre de créer des budgets, donc d'allouer certaines sommes sur un certain scope donné, une certaine étendue donnée, et ça va vous permettre effectivement de contrôler un peu vos coûts, de vous faire alerter si vous êtes en train de dépasser des seuils, donc de déclencher des actions derrière, des actions de notification, des actions d'automatisation, et puis également de voir avec les budgets, d'avoir des alertes sur des coûts futurs projetés qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui pourraient arriver. Donc voilà, on crée un budget, le budget va générer des alertes derrière, et ensuite en fonction des alertes, on va définir des actions derrière. Donc là, l'idée, c'est de mieux contrôler effectivement le budget en cours, les dépenses en cours et les dépenses prévues derrière. Alors, le Consolidated Billing est une fonctionnalité qu'on aura dans les organisations AWS, et il porte bien son nom, il va permettre en fait de consolider l'ensemble des factures de différents comptes AWS, et donc de les ramener, et donc d'avoir un suivi qui sera plus simple derrière, de combiner l'ensemble derrière. Donc ça c'est important, entre guillemets, surtout pour les grosses organisations. Concernant le billing et le dashboard, donc il y a un dashboard qui va vous permettre effectivement de voir les factures. Derrière, alors, la facture est un peu différente du cost management, donc les deux permettent d'avoir une vue globale, mais la facture est plus sur la manière de payer, les méthodes de paiement liées au compte AWS que le cost management qui est sur l'usage des ressources. Néanmoins, ça permet d'analyser là encore les coûts et vous avez donc du coup ce qu'on appelle les CUR, donc les Cost and Usage Report, je dis pas de bêtises. Et donc ça en gros ça va être donc les AWS CUR exactement, voilà. Donc ça va être un rapport sur l'ensemble de vos coûts, et ce rapport en fait va être posé directement, donc des fichiers de rapport qui seront mis dans des buckets S3, et donc vous pouvez jusqu'à 3 fois par jour en fait mettre à jour tout ça. Donc si vous utilisez des solutions tierces, parfois les solutions tierces vont aller chercher ces rapports pour les réinjecter dans leur propre solution de gestion de coûts. Donc là encore, ça vous permet de voir l'usage et de payer également la facture AWS. Si vous prévoyez de déployer des nouveaux services dans AWS, c'est bien d'estimer un peu à l'avance combien ça peut coûter. Donc on a le pricing calculator qui va servir à ça, qui est une calculette qui va vous permettre de dire bon bah je vais rajouter X services avec tel tiers, telle condition, etc. Et ensuite, ça va me permettre d'estimer le coût que va me coûter ce service derrière, et d'exporter à la fin, sous la forme d'un CSV, d'un PDF ou d'un fichier JSON, l'estimation des coûts liés à une architecture qui a été prévue par exemple. Donc le pricing, comment ça fonctionne chez AWS? Eh bien, on peut, alors soit on a le paiement classique, non négocié, qui est le paiement à l'usage, voilà, le pay for use. Soit on peut utiliser des mécaniques de réservation. Donc, par exemple, dire je vais réserver sur 1 an ou 3 ans un gabarit de machine EC2. Et donc, ça veut dire que je m'engage à payer pendant 1 an ou 3 ans le montant de cette machine, et en compensation, j'ai une réduction du prix d'achat de ma machine.
Et puis, on peut également avoir un paiement, ou payer moins ou économiser également en achetant des volumes, des discounts basés sur un certain volume. Et donc effectivement, plus on utilise, moins ça coûte cher. C'est relativement classique comme approche. Donc paiement à l'usage, paiement à la réservation ou prix qui va en décroissant, plus le volume, augmente derrière. Donc ça, c'est plutôt bien documenté dans la page du pricing de WS et on vous réexplique effectivement, on paie moins en utilisant plus, on paie moins, quand on se commit, donc on s'engage, sur des saving plans ou des réservations. Et ensuite, eh ben, vous pouvez, sélectionner, les prix, et voir le pricing en faisant effectivement la sélection directement des services qui vous intéressent derrière. Il existe au passage pour commencer dans le monde de AWS un compte qui est un compte free tier. Le free tier contient, pas mal de petites choses pour commencer à débuter. Ça contient pas tout, bien entendu. Et donc, il y aura un certain nombre de services qu'on va pouvoir utiliser pendant 12 mois de manière gratuite. Donc, le free tier ne dure qu'une seule année. Et bien entendu, il y a des limitations à l'intérieur, on n'a pas accès à tout, on s'en doutera bien. On peut utiliser le free tier a priori sur à peu près toutes les régions, sauf les régions type Gov aux US. Et ensuite, derrière, eh ben, on a la liste il faudrait un peu de documentation, de tout ce qu'on a de disponible de manière gratuite. Voilà. Donc, ça dure 12 mois. Donc là, si par exemple on utilise US 3, c'est gratuit jusqu'à 5 Go. Et ça reste gratuit. Donc il y a des choses qui restent gratuites, comme Lambda, par exemple, on peut faire un million de requêtes gratuites. Donc il y a du gratuit jusqu'au bout, entre guillemets, et il y en a qui sont sur une certaine volumétrie. Donc voilà, Lambda, c'est un million de requêtes gratuites. Si on regarde les instances C2, ça doit être un certain gabarit de C2 pendant une certaine durée. Derrière, voilà. Voilà, vous avez normalement ce qu'il faut pour survivre à l'examen du AWS Certified Cloud Practitioner. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de cette série, si vous préparez l'examen. Le lien vers la mind map est disponible en commentaire dans la description de la vidéo. Et je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.